Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Tammy Turner. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, dans lequel nous retrouvons aujourd'hui Tammy Turner. Vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, originaire des États-Unis, elle a vécu à Taïwan la majeure partie de sa vie. Elle avait expliqué comment elle a appris le mandarin rapidement, puis monté une entreprise de traduction. Et elle a notamment travaillé pour le ministère de l'économie et pour traduire en anglais des documents et communiquer autour de la législation environnementale, entre autres. Elle est aussi investie dans les mouvements sociaux qui ont beaucoup changé au fil des 40 dernières années. Alors, comment est-ce qu'il y a participé? Qu'est-ce qu'elle a observé, à la fois au niveau personnel et puis de façon plus large? Bien sûr, il existe encore des emplois qui attirent davantage les femmes et d'autres qui attirent davantage les hommes, comme l'informatique. Mais je connais des femmes qui travaillent dans l'informatique et j'ai même embauché certaines d'entre elles. On peut sensibiliser comme ça, en encourageant précisément ce qu'on veut voir se réaliser, en embauchant plus de femmes et en s'assurant qu'elles aient leur place autour de la table et qu'elles soient écoutées. Dans d'autres domaines, il s'agissait de faire passer un message plus collectif et pas seulement individuel. Pour cela, mon expérience en marketing m'a été très utile. Tammy a aussi beaucoup participé à la vie associative, par exemple dans le groupe de femmes Homemakers Union, un groupe qui milite pour l'environnement. Avant, les femmes étaient plus limitées, mais il y a toujours eu des femmes qui ont pris des initiatives et qui ont fait entendre leur voix. Elles devaient simplement utiliser des moyens différents pour se faire entendre. Je reprends l'exemple de celle que je connais le mieux, le groupe Homemakers Union, parce qu'elles étaient femmes au foyer, beaucoup d'entre elles n'avaient pas d'emploi, mais elles géraient tout un mouvement depuis leur cuisine. Elles le faisaient dans les limites de ce que la société leur permettait, et en même temps, elles ont permis l'émergence d'une manière totalement nouvelle de faire entendre leur voix. Au début, elles voulaient simplement avoir accès à une alimentation meilleure, qui ne soit pas toxique, et qui pourrait s'opposer à cela? C'est donc une approche de type soft power. Il était difficile pour les hommes de s'y opposer. Et puis, même des hommes les ont rejoints, ils voulaient aussi faire partie d'un mouvement civique. Donc dans la société civile, oui, Taïwan compte davantage de femmes qui sont vraiment beaucoup plus impliquées. Plus largement, Tammy a aussi pu observer de première main d'autres aspects de la société taïwanaise d'il y a 30-40 ans, comme la division qu'il y avait alors et qui est moins sensible aujourd'hui, entre d'une part les Taïwanais qui habitaient là avant, pendant la colonisation japonaise, qu'on appelle les Benshengren, et d'autre part les nationalistes qui sont venus du continent chinois à la fin de la guerre civile, les Waishengren. Mais il existe d'autres groupes. Je ne sais pas comment en parler sans paraître trop négative. Il y a toujours les anciens réseaux du KMT ou les réseaux des temples. Et il y a ceux qui sont venus de Chine à une certaine époque. Quand je suis arrivée à Taïwan, au début, je ne vivais qu'avec des personnes qui avaient fui la Chine. Ces gens avaient leur propre état d'esprit. Au début, ils étaient axés sur la fuite. Puis, plus tard, sur la reconquête de la Chine. Et finalement, c'était « nous sommes ici, mais nous voulons que ça ressemble davantage à nous ». C'était à double tranchant. Beaucoup de gens venant de Chine n'étaient pas inclus, car la grande majorité avait encore une perspective taïwanaise où ils ne parlaient pas la même langue. Mais en même temps, ils avaient plus de protection juridique que les autres. Mais ils n'avaient pas les ressources et le réseau dont disposaient les habitants locaux à l'époque. Lorsque Taïwan s'est ouvert et qu'il a été possible de retourner en Chine, j'y suis allée avec cette famille avec laquelle je vivais, qui est retournée pour la première fois. C'était incroyablement émouvant. J'ai voyagé avec une femme d'une 60aine d'années dont la mère était encore en vie. Et tout ça, mon Dieu, rien que cette expérience, ça permet de comprendre le traumatisme de l'exode de tant de personnes qui sont venues et qui ont été contraintes d'essayer de refaire leur vie ici, mais qui ont toujours voulu rentrer chez elles, face à un groupe de personnes qui vivaient déjà ici et qui se demandaient qui sont ces gens. Tammy était arrivée à Taïwan avant la levée de la loi martiale et elle connaissait aussi beaucoup de gens qui faisaient des choses qui auraient probablement été considérées comme dissidentes à l'époque et qui sont finalement devenues la nouvelle vague de dirigeants. Elle-même a eu son téléphone mis sur écoute et elle a été convoquée à la police. Cela résonne avec l'histoire de Linda Arrigo, une autre Américaine arrivée à Taïwan avant la levée de la loi martiale que j'avais interviewée récemment dans une autre émission et que Tammy connaît aussi très bien.
Elle était vraiment plus impliquée que moi là-dedans. Je suis arrivée après elle. C'est drôle, un des bureaux de mon entreprise, Pristine, était dans le même bâtiment que le Parti vert, et on recevait régulièrement le courrier de Linda Arrigo. On a beaucoup en commun, des amis. Je pense que du fait de mon expérience en business, j'ai dû rester en dehors de la mêlée en faisant des choses qui étaient appréciées, tout en étant capable de dénoncer ce qui n'allait pas. Taïwan était déjà un peu plus ouvert à cette époque, et le fait que je travaillais avec des locaux m'a aidée. Je n'étais pas juste une étrangère qui critiquait. C'était des actions communes. M'unir à des groupes a été très important pour vivre ce qu'ils ou elles vivaient, et aussi pour savoir où sont les limites. Les étrangers sont encore vus comme des étrangers dans une certaine mesure et ne sont pas vraiment intégrés dans la société. On fait encore face à ça, tout comme les migrants ou immigrants de Taïwan, bien sûr. Mais ça va, je pense que les Taïwanais en général acceptent beaucoup mieux que des gens originaires de différents endroits soient parmi eux. C'est le gouvernement qui est resté plus fermé, en partie du fait de la longue histoire avec la Chine et d'influences multiples. Ça rend quand même les choses parfois difficiles, même pour quelqu'un qui est aussi intégré dans la société taïwanaise que moi. Et ça fait si longtemps que je suis ici. Effectivement, Tammy Turner est très intégrée à la société taïwanaise et notamment, elle est assez connue pour tout ce qu'elle fait dans le monde de la permaculture. J'ai travaillé avec le ministère de l'économie et les groupes environnementaux du gouvernement. Ensuite, j'ai fait une dépression et j'avais besoin de changement. Le mouvement s'est d'abord formé localement vers 2005-2006. Ce même groupe de personnes est à l'origine de beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la permaculture à Taïwan. En fait, j'en avais entendu parler bien avant. J'ai suivi des programmes de formation, de développement personnel pour gérer ma dépression. Et puis, je suis allée dans des lieux très créatifs avec la permaculture. Et j'ai juste continué dans cette voie. J'ai appris qu'un projet allait voir le jour à Taïwan, donc je m'y suis jointe. Et à partir de là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, mais je ne veux pas aller en Australie. Je ne veux pas aller ailleurs. Je veux le faire ici, à Taïwan, avec des personnes qui sont intéressées. On a beaucoup lu, on a monté des projets ensemble, puis on a essayé de travailler davantage en collectif sur différents projets. On a ensuite organisé une formation complète ici, en invitant un enseignant. Et puis, j'ai suivi d'autres formations en Australie et aux États-Unis pour, en quelque sorte, revenir à la source de la permaculture et comprendre ce que c'est et comment elle était appliquée avant de m'engager davantage. Et la permaculture a aussi évolué au fil des années. Elle n'est pas unique, c'est plutôt quelque chose qui repose sur un ensemble d'éthiques et de principes avec toute une boîte à outils et qui s'adapte selon les personnes, selon le lieu, le contexte de travail, mais aussi les expériences et parcours de chacun et chacune. J'avais une formation plus axée sur les sciences naturelles. Je suis diplômée en biologie. Je connaissais beaucoup de choses sur la naturopathie et l'ethnobotanique taïwanaise. J'ai approfondi mes connaissances, j'ai travaillé avec des enseignants autochtones, j'ai aussi appris la médecine traditionnelle taïwanaise. J'ai donc une base très solide pour la connaissance des plantes, des animaux, du paysage et de l'hydrologie, simplement parce que j'adore ça. Mais pour devenir plus compétente, j'ai dû combler des lacunes technologiques en agriculture. Et ensuite, j'ai entraîné des gens dans toutes sortes de projets. Et au fil du temps, on m'a demandé de mener des projets. C'est donc quelque chose qui, pour Tammy, a commencé il y a 20 ans. Maintenant, elle a son propre jardin en permaculture, mais elle continue aussi de mener différents projets, notamment dans des collèges communautaires. Donc tout d'abord au collège communautaire autochtone, avec un cours sur l'écologie du quotidien et l'agriculture urbaine, où des autochtones venaient assister à ces cours. Donc certains connaissaient déjà très bien tout ça parce qu'ils vivaient encore proches de la nature, et ceux qui étaient déjà devenus citadins n'avaient pas vraiment d'expérience directe de tout ça. Mais il y a eu un rapprochement entre, d'un côté, les cultures traditionnelles et autochtones, et de l'autre, la permaculture. Tammy continue à rester très active dans les collèges communautaires. Je réalise des projets de conception participative. Je rassemble tout le monde et il y a plusieurs facettes. J'enseigne certains aspects de la permaculture, puis nous mettons en place un processus participatif qui nous permet d'identifier les désirs, les besoins, les objectifs généraux et ce que nous pouvons apporter au projet. Cela prend plusieurs sessions et je travaille notamment avec les collèges communautaires. Ensuite, je monte une feuille de route qui englobe tous ces éléments à travers le prisme de la permaculture. On trouve un financement qui est généralement juste suffisant.
On commence par faire un inventaire de tous les matériaux disponibles, de ce qu'on peut obtenir gratuitement et de ce qui est déjà là, des compétences de chacun et de chacune, et on réfléchit à comment nous assurer que les gens se sentent récompensés. Les collèges communautaires de Taïwan sont géniaux pour ça. Ils connaissent déjà la communauté locale. Ils connaissent les différents chefs de quartier, les leaders avec différents types de pensées ou de compétences, et ils sont vraiment doués pour coordonner le tout. Je viens les aider à synthétiser une conception, puis je dirige le processus de construction. On élabore un plan, puis on le met en œuvre ensemble, et je me contente de diriger la mise en place. Et ensuite, c'est à eux, et c'est toujours un espace qui peut être utilisé de plusieurs façons. Voilà ce que je fais. Elle aide à construire et à lancer un projet ou un lieu, et puis elle le laisse entre les mains des communautés. Sauf s'il y a une question particulière ou un problème et qu'on fait de nouveau appel pour continuer à avancer. Alors, quand on dit le mot permaculture, la première chose qui vient à l'esprit, ça peut être les jardins, l'agriculture, mais en fait, on voit que ça dépasse vraiment ce cadre-là. À Taïwan, c'est nettement plus large. L'individualisme n'existe pas vraiment. Il faut travailler avec les autres. Encore une fois, c'est le résultat de plusieurs facteurs qui se sont produits simultanément. La permaculture a fait son apparition. En parallèle, les urbanistes cherchaient des solutions pour réhabiliter certains espaces abandonnés, puis à un moment donné, les jardins urbains sont devenus un enjeu politique. Il s'agissait surtout de renforcer le sentiment communautaire. Donc, au moins à Taïwan, la permaculture implique beaucoup de renforcement de la communauté, mais aussi de la conception écologique. Il y a la nourriture, bien sûr, l'éducation alimentaire. Pour l'agriculture, c'est un peu plus difficile. Il existe des lieux et des pratiques agricoles permacoles. Mais ce n'est pas le centre d'intérêt principal. Pas encore. Il faut trouver un lieu qui convient, puis choisir l'emplacement des choses pour s'assurer qu'on utilise moins d'énergie, moins d'eau, etc. C'est un système holistique. Ce n'est pas nouveau à Taïwan dans d'autres domaines, mais c'est certainement nouveau pour l'agriculture. It's not new to Taiwan in other areas, but it's definitely new for farming. En ce qui concerne les activités actuelles ou les projets futurs de Tammy Turner, eh bien, elle explique qu'elle donne un cours qui débouche sur une certification en permaculture avec un public large, à la fois des agriculteurs et notamment qui en apprennent plus sur l'écologie et la relation entre écologie et agriculture. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle va continuer à faire. Et puis, essayer d'y introduire aussi l'agriculture syntropique. What's catching on now is syntropic farming. Ce qui est en train de se développer actuellement, c'est l'agriculture syntropique. L'agriculture syntropique est issue d'une approche agroforestière de l'agriculture, plus axée sur la communauté sociale. L'objectif est de récupérer des terres dénudées et de les reboiser tout en produisant des aliments. On rétablit la biodiversité, on restaure les sols et la biomasse, et tout cela dans un même espace. La permaculture comprend ce qu'on appelle les forêts alimentaires, mais sans aller aussi loin que l'agriculture syntropique. Je pense que c'est une bonne combinaison. So much, and I think it's a good pairing. Parmi tous les projets de Tammy, il y en a un grand qu'on peut nommer aussi qui est à Ankang, donc dans le district de Xindian, dans la banlieue de Taipei. It has 20 hectares, a 20-hectare farm there. So I'm working with... Il y a une ferme de 20 hectares qui appartient à l'Université nationale de Taïwan et à son département d'études agricoles. L'espace a été réaménagé récemment, nous devions en faire une ferme viable et un espace pouvant servir pour d'autres choses. Aujourd'hui, ils y pratiquent l'agriculture. C'est un peu comme une AMAP, une agriculture soutenue par la communauté qui fonctionne par abonnement et où les produits agricoles sont redistribués à l'université, au personnel et aux enseignants. Un type de coopérative. En même temps, les personnes qui participent à cette initiative ont leur propre espace sur place. C'est plus une relation de réciprocité. Ils font de la thérapie horticole. Et ils m'ont dit qu'au lieu de simplement utiliser les plantes de façon thérapeutique, ils voulaient apprendre à tout cultiver. J'ai donc créé un espace qui combine lieu de soins et agriculture. C'est un projet de co-création dont je suis à la fois la conceptrice et la responsable technique. Et je fais des démonstrations. C'est le même modèle que celui que j'utilise dans les collèges communautaires, mais comme j'habite à côté, c'est beaucoup plus facile de m'impliquer davantage dans l'aspect agricole. C'est l'un des plus beaux espaces dont nous disposons, avec beaucoup d'eau et des aménagements aquatiques. Taïwan est confronté à des défis sur la gestion de l'eau, en particulier dans le sud, et il existe désormais des programmes qui encouragent les exploitations agricoles à intégrer des bassins de rétention d'eau où l'eau peut s'écouler au lieu d'inonder tout le terrain. Ce que j'ai réalisé est donc un très bon exemple de la manière dont on peut mieux gérer l'eau tout en continuant à cultiver.
Enfin, pour conclure, comme vous l'aurez peut-être entendu dans les décryptages de Sasa au sujet de la décroissance, eh bien, ce sujet est aussi un des chevaux de bataille de Tammy. Je travaille aussi sur un autre niveau, sur ce à quoi ressemblerait un véritable développement dans une économie plus durable, et je le fais à travers la décroissance. Certaines personnes n'aiment pas le terme, mais cela m'est égal, on peut aussi dire post-croissance. Un cadre dans lequel on trouve à la fois le dynamisme, la justice sociale, la justice climatique et la satisfaction des besoins matériels. C'est un autre débat, mais la permaculture répond en fait à beaucoup de ces exigences si on applique correctement son éthique et ses principes. C'est formidable de travailler avec d'autres personnes qui créent des coopératives ou des espaces communautaires où on peut ainsi pratiquer l'agriculture. Il s'agit vraiment de repenser ce qui nous motive à créer et à faire des choses, et de réduire notre impact tout en continuant à répondre aux besoins, et non pas seulement en dépensant moins d'argent. Ce n'est pas tant une question d'argent, mais de ressources mondiales. Les limites de la planète sont dépassées depuis longtemps, et il faut vraiment revenir à un niveau acceptable. Et le faire sans sacrifier ce dont les gens ont vraiment besoin. Je ne dis pas que tout le monde aura tout ce qu'il veut, ce qui est différent. Mais c'est un défi. Après le Covid, les gens ont eu très peur, tout s'est arrêté, mais cela n'a fait que montrer à quel point le paradigme économique actuel était fragile. Et nous avons vraiment besoin qu'il soit moins fragile si nous voulons continuer à vivre, à avoir une bonne vie. Je me concentre sur ce sujet plus difficile, mais je le fais avec beaucoup d'autres personnes. Nous voici donc au terme de cet entretien avec Tammy Turner, que nous remercions d'être venue. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt. These
la